Je m'appelle Solène, et je voudrais vous parler du matin où ma vie a basculé. Non pas à cause d'une mort, mais à cause d'une vérité bien plus terrible que la mort elle-même. Nous vivions à Manosque, une ville où les champs de lavande s'étirent jusqu'à l'horizon, comme des cicatrices violettes sur la peau du plateau de Valençol. Notre maison était grande, trop grande peut-être, avec ses volets de bois peints en bleu délavé et son jardin de pierre où mon mari Théodore aimait s'asseoir le soir, un verre de pastis à la main, les yeux perdus vers le sud. Il disait toujours qu'il regardait vers la mer. Maintenant, je sais qu'il regardait ailleurs. Le téléphone avait sonné à 4h23 du matin. Je me souviens de l'heure exacte parce que le réveil lumineux projetait ce chiffre en rouge sur le plafond et que je l'ai fixé pendant ce qui me semblait une éternité avant de décrocher. Une voix administrative, froide comme du marbre de carrière, m'a parlé depuis Sydney. Un accident de plongée, une identification nécessaire, des documents à signer. La voix utilisait des mots comme « procédure » et « délai raisonnable », alors qu'elle me parlait de mon mari. Théodore était parti 3 semaines plus tôt pour un voyage professionnel en Australie. Il travaillait pour une maison de négoce spécialisée dans les pierres précieuses brutes, rubis de Birmanie, saphirs du Sri Lanka, tourmalines du Mozambique. Les voyages lointains faisaient partie de notre vie depuis le début. J'avais appris à dormir seule, sans compter les heures. Quand j'ai raccroché, mes mains ne tremblaient pas encore. C'est Odette qui a commencé à trembler à ma place. Odette Varnet, ma belle-mère, une femme de 68 ans dont la colonne vertébrale semblait avoir été fondue dans du fer forgé. Elle dirigeait sa maison, ses employés, ses petits-enfants et probablement le temps qu'il fait dans un rayon de 50 km, avec la même autorité tranquille qu'un officier de marine en haute mer. Je ne l'avais jamais vue pleurer. Pas à l'enterrement de son propre père, pas quand Théodore avait eu son accident de voiture à 22 ans, pas une seule fois. Ce matin-là, elle pleurait. Elle était apparue dans l'encadrement de ma chambre. Elle avait une clé de la maison. Cela avait toujours été ainsi. Théodore n'avait jamais trouvé à y redire, et moi j'avais appris à ne pas soulever la question. Le visage défait, les yeux gonflés, comme si elle avait pleuré depuis des heures. Comme si elle savait avant moi. Je n'ai pas pensé à cette incohérence sur le moment. La douleur a cette particularité. Elle aveugle exactement ce qu'il faudrait voir. « Solène, il faut qu'on y aille », a-t-elle dit d'une voix que je ne lui connaissais pas. Une voix poreuse, percée de petits trous d'air. « Il faut qu'on ramène Théodore ». Elle avait déjà appelé un taxi. Elle avait déjà fait nos réservations. 2 places sur un vol Marseille-Sydney avec escale à Dubaï, partant à 7h40. Elle avait déjà préparé, dans son propre sac, tous les documents de Théodore que la maison de négoce lui avait transmis par email. Je me suis habillée dans le noir. J'ai pris le premier manteau sur le porte-manteau, un long manteau de drap gris que Théodore m'avait offert pour notre 3e anniversaire de mariage. J'ai pensé qu'il trouverait peut-être une sorte d'ironie à me voir partir le chercher, vêtu de son cadeau. Puis j'ai arrêté de penser. Le taxi sentait le désodorisant au pain. Odette me tenait la main avec une force étrange. Pas la force du chagrin, mais quelque chose de plus serré, de plus calculé, comme si elle retenait quelque chose plutôt que de me soutenir. Encore une fois, je n'ai pas fait attention. C'est au comptoir d'enregistrement que tout a commencé à se fissurer. L'hôtesse avait un visage tellement neutre qu'on aurait dit qu'il avait été imprimé. Elle a tendu la main pour mon passeport avec ce geste automatique qui doit faire des milliers de fois par jour, et j'ai ouvert mon sac, le grand sac en cuir fauve que je prends toujours en voyage, et mes doigts n'ont trouvé que le vide là où mon passeport devait être. J'ai cherché 2 fois, 3 fois, j'ai vidé le sac sur le comptoir, mouchoir, clé, stylo, monnaie, le petit carnet Moleskine où je note des mots que j'aime. Pas de passeport. Il était sur la commode de la chambre. Je l'avais posé là la veille en rangeant d'autres papiers, avec l'intention de le glisser dans le sac ce matin, et j'avais oublié. Odette a eu un mouvement brusque, les épaules remontées, les mâchoires serrées. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu autre chose que du chagrin sur son visage, quelque chose qui ressemblait à une panique très précise, très ciblée, différente de la panique diffuse du deuil.
Comment est-ce possible ? A-t-elle dit d'une voix coupante comme un fil de cuivre. Comment tu peux faire ça maintenant, Solène ? Je suis désolée, Odette. Je rentre le chercher, je reviens par le prochain train. Le vol n'attend pas. Va, dépêche-toi. Elle avait déjà repris son sang-froid, trop vite. Elle me poussait déjà vers la sortie des taxis, pressante, presque physiquement urgente, comme si elle voulait surtout que je parte, que je m'éloigne, que je ne sois plus là. Le trajet retour vers Manosque m'a paru irréel. Le soleil se levait sur les lavandes, cette lumière rasante de septembre qui transforme tout en tableau flamand, et je regardais le paysage sans le voir, engourdi par quelque chose que je n'aurais pas encore su nommer. Pas seulement la douleur, quelque chose de plus acide. La maison avait cet air particulier des maisons vides, un silence trop propre, trop organisé. J'ai poussé la porte avec ma clé, Odette, elle, avait toujours la sienne, et je suis entrée dans le couloir frais qui sentait la cire et les fleurs séchées. J'allais monter directement dans la chambre. La commode, le passeport, ressortir. C'est la voix qui m'a arrêtée. Une voix d'homme, grave, posée, familière à un point qui a fait tressauter quelque chose de primitif dans ma poitrine. Une voix venue du salon, là derrière la double porte entr'ouverte que nous laissions toujours entr'ouverte l'été pour que l'air circule. J'ai cru que je rêvais. Que le choc de la nuit avait fabriqué une hallucination auditive, une de ces supercheries que le cerveau s'invente quand il ne supporte plus la réalité. Puis j'ai entendu les mots. Le transfert de Fremantle est confirmé pour jeudi. Les pierres sont dans le lot de quartz, conditionnement standard, aucun marqueur douanier. La femme de liaison a sécurisé le point de sortie à Port-de-Bouc. La voix de Théodore. Pas une voix enregistrée, pas un souvenir. La voix vivante de mon mari, articulant des phrases dans notre salon, à 7 heures du matin, le matin où sa belle-mère m'emmenait en Australie identifier son cadavre. Je me suis adossée au mur du couloir. Mes jambes ne m'appartenaient plus. Ma main s'est portée à ma bouche d'elle-même, ce geste réflexe du corps qui veut étouffer ce que la bouche ne peut pas crier. Par l'entrebâillement de la porte, j'ai pu voir. Théodore était debout près de la fenêtre, de dos, le téléphone à l'oreille. Il portait une chemise blanche que je ne lui connaissais pas. Une chemise neuve, trop ajustée, d'une coupe que nos habits habituels n'avaient pas. Il avait maigri. Ou plutôt, il avait changé de forme, comme si le corps que j'avais connu pendant 7 ans avait été subtilement remplacé par quelque chose d'autre, quelque chose de plus anguleux et de plus dur. Assis dans le fauteuil bleu, celui où je lis le dimanche matin, un homme que je n'avais jamais vu. Petit, brun, avec une précision dans le regard qui me rappelait les ornithologues que j'avais croisés dans les marais de Camargue, des yeux habitués à voir ce que les autres ratent. Il prenait des notes sur un carnet en tapotant son stylo contre sa lèvre inférieure. « Et Solène ?» a dit l'inconnu sans lever les yeux de son carnet. Il y a eu une pause brève mais qui avait du poids, comme un sac posé sur une balance. « Solène ne pose pas de problème », a répondu Théodore. « Elle est construite pour la loyauté. Elle interprétera tout à travers le prisme de l'amour conjugal pendant assez longtemps pour que nous terminions la rotation de Perth. » Il a marqué une pause. Après ça, nous verrons ce qu'il convient de faire. Je n'ai pas su sur le moment ce que signifiait « ce qu'il convient de faire ». Je le sais maintenant. Mais à cet instant, dans le couloir, ce qui m'a traversé n'était pas la peur pour ma vie. C'était quelque chose de bien plus étrange, une clarté absolue. Comme si un voile de verre épais s'était retiré d'un coup devant mes yeux et que je voyais enfin les formes exactes des choses. Mon mari était vivant. Mon mari avait simulé sa mort. Mon mari était en train d'orchestrer quelque chose depuis notre maison, pendant qu'Odette, sa mère, m'emmenait à l'aéroport pour m'éloigner. Odette qui avait les réservations prêtes avant même que j'aie eu le temps de comprendre ce qui se passait. Odette qui pleurait alors qu'elle n'avait jamais pleuré de sa vie. Odette qui me tenait la main, non pas pour me soutenir, mais pour s'assurer que je ne m'arrêtais pas. J'ai reculé dans le couloir sans faire de bruit, millimètre par millimètre, les semelles de mes bottines posées avec une précision que je ne me connaissais pas. Quelque chose s'était mis en marche en moi. Pas de la panique, non. Quelque chose de bien plus froid. Un instinct de survie que je n'avais jamais eu l'occasion de reconnaître avant. J'ai trouvé le passeport sur la commode, exactement là où je l'avais laissé. Je l'ai glissé dans la poche intérieure de mon manteau gris. Puis j'ai sorti mon téléphone
et j'ai photographié le passeport ouvert, méthodiquement, recto, verso, en me demandant pourquoi je faisais ça et en comprenant que mon corps savait des choses que mon cerveau n'avait pas encore formulées. Sur le palier du premier étage, j'ai réfléchi. Si je repartais normalement à l'aéroport, Odette serait là. Elle saurait que j'avais fait un aller-retour trop rapide. Elle s'interrogerait. Et Théodore dont la conscience professionnelle à l'égard du mensonge semblait parfaitement affûtée, Théodore était peut-être capable d'entendre des pas dans une maison qu'il connaissait par cœur. Mais si je disparaissais sans revenir à l'aéroport, il comprendrait que quelque chose avait changé. Il m'a fallu exactement 30 secondes pour prendre une décision. Ce n'est pas long, 30 secondes. C'est le temps qu'il faut pour que la lavande libère son parfum quand on la froisse entre les doigts. Je suis repartie à l'aéroport. Dans le taxi, j'ai appelé une seule personne, Margot Strindel, une amie que j'avais depuis l'université, une femme d'une discrétion absolue qui travaillait depuis 10 ans comme greffière dans un tribunal correctionnel à Aix-en-Provence. Je ne lui ai pas tout expliqué. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'elle note des noms, des mots que j'allais lui dicter, et qu'elle garde ça en sécurité sans poser de questions pour l'instant. Elle a dit d'accord, avec la même voix calme qu'elle utilisait pour annoter les minutes des audiences. J'ai dicté tout ce que j'avais entendu. Fremantle, jeudi, quartz, port de bouc, la femme de liaison, la rotation de Perth. Puis j'ai raccroché et j'ai regardé les lavandes qui filaient de l'autre côté de la vitre. À l'aéroport, Odette m'attendait avec ce visage soigneux qu'elle réservait aux situations qui demandaient du contrôle. Elle a regardé mon sac, puis ma main, puis mon visage. « Tu l'as ?» a-t-elle demandé. « Oui. » Elle a hoché la tête. Une seule fois. Quelque chose dans ses épaules s'est relâché. À peine, comme la détente d'un ressort que l'on ne remarque qu'en la connaissant. Et dans ce relâchement microscopique, j'ai vu la confirmation de tout ce que je savais déjà. Odette n'était pas une mère éplorée. Elle était une complice soulagée. Le vol pour Sydney durait 22 heures avec l'escale. 22 heures pendant lesquelles Odette et moi avons été assises l'une à côté de l'autre dans des sièges trop proches, partageant l'accoudoir central comme deux étrangères unies par l'obligation. Je faisais semblant de dormir. J'observais. Odette ne dormait pas non plus. Elle envoyait des messages. Je voyais la lumière bleue de l'écran se refléter sur son profil dans l'obscurité de la cabine. Des messages brefs, dont je distinguais parfois la lueur sans pouvoir lire le contenu. Et entre deux messages, elle me regardait. Pas avec la tendresse d'une belle-mère inquiète, avec quelque chose de plus évaluateur, de plus froid. Un regard de comptable vérifiant qu'une colonne de chiffres reste dans les clous. À Dubaï, pendant l'escale, j'ai eu 40 minutes. Je me suis enfermée dans des toilettes du terminal et j'ai envoyé à Margot un message plus long. Tout ce que j'avais observé depuis l'aéroport de Marseille, le comportement d'Odette, les noms que j'avais entendus, ma conviction de plus en plus nette qu'il ne s'agissait pas d'un simple mensonge conjugal, mais de quelque chose de beaucoup plus structuré. Je lui ai demandé de chercher, discrètement, si le nom Varnet apparaissait dans des affaires liées au trafic de pierres précieuses. Je lui ai demandé de ne rien faire avec ça pour l'instant, juste de garder. Sydney était grise et venteuse, un de ces ciels australiens de début d'automne qui ressemblent à une ardoise mouillée. On nous a emmenés dans un bureau de la police fédérale où un inspecteur nommé Brennan nous a reçus avec la courtoisie professionnelle des gens habitués à annoncer des mauvaises nouvelles. Il nous a montré des photos, les effets personnels retrouvés sur le lieu de l'accident, la montre de Théodore, avec son bracelet en acier brossé, dont une maille était tordue depuis que nous avions glissé ensemble sur un sentier mouillé en Crète 3 ans plus tôt, son portefeuille, son alliance. J'ai pleuré. Les larmes étaient réelles. On peut pleurer pour la mort d'un amour sans pleurer pour la mort d'un homme, et c'est ce que je faisais. Je pleurais pour la femme que j'avais été, pour les 7 ans que je venais de perdre d'une autre façon que celle que j'avais crue. Odette a signé les documents d'identification. Pas moi. C'est elle qui a pris le stylo, elle qui a apposé sa signature sur les formulaires consulaires, avec l'aisance de quelqu'un qui a déjà fait ça. Avec l'aisance de quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle signe et pourquoi.
J'ai regardé ses mains sur le papier et je me suis souvenu de quelque chose qu'elle m'avait dit la première fois que je l'avais rencontrée, 7 ans plus tôt. Les mains ne mentent jamais, Solène. Regardez toujours les mains des gens. Ses mains ne tremblaient pas. Nous avons passé 2 nuits à Sydney, dans un hôtel propre et sans caractère, où les couloirs sentaient le désinfectant au citron vert. La 2e nuit, à 2 heures du matin, j'ai entendu Odette sortir de sa chambre. J'avais laissé ma porte entr'ouverte, instinct, ou peut-être calcul inconscient. J'ai attendu 5 minutes, puis j'ai suivi. Elle était dans le hall de l'hôtel, le téléphone contre l'oreille, le dos tourné aux caméras de sécurité, avec une précision qui ne devait rien au hasard. Je me suis arrêtée à l'angle du couloir, hors de sa ligne de vision. « C'est réglé ici », disait-elle à voix très basse. « La documentation est propre. » Elle n'a rien vu. Nous reprenons l'avion après-demain. Une pause. Non, elle est docile, elle est dans son chagrin. C'est le moment le plus sûr. Docile, le même mot que Théodore avait utilisé dans le salon. J'ai su à ce moment-là que je n'étais pas seulement trompée, j'étais utilisée. Mon chagrin, ma loyauté, ma manière d'aimer, tout cela avait été cartographié, évalué, intégré à un plan dont je n'avais jamais été que l'élément le plus prévisible. Quelque chose en moi a alors rompu, pas comme une vitre, brutalement, mais comme un vieux tissu sous tension constante, proprement, définitivement. Dans ma chambre, j'ai écrit un message long à Margot. Tout. Les mots d'Odette, la date du jeudi mentionné par Théodore, qui tombait dans 3 jours. Port de Bouc, à 40 km de Manosque. La logique du quartz comme camouflage pour des pierres précieuses. Margot, qui connaissait les rouages des procédures judiciaires mieux que la plupart des avocats, comprendrait quoi faire de ça et à qui le transmettre sans créer de vagues prématurées. Et j'ai ajouté, à la fin du message, une phrase que j'ai mise du temps à formuler. Je rentre avec elle après-demain. Je joue mon rôle jusqu'au bout. Ne me contacte pas avant que je te contacte. Le retour en France était une pièce de théâtre dont je connaissais le texte désormais. J'ai été la veuve recueillie, silencieuse, les yeux rougis, acceptant les petites attentions d'Odette avec la gratitude éteinte des gens dévastés. J'ai laissé Odette me tenir le coude dans les aéroports. J'ai laissé Odette commander pour moi dans l'avion. J'ai laissé Odette parler de Théodore à l'imparfait avec cette douceur soignée des gens qui savent qu'il n'est pas mort. À Manosque, la maison nous attendait avec ses volets bleus et ses pierres tièdes. Odette est entrée avec moi. Elle a préparé du thé. Elle a dit qu'elle resterait quelques jours, le temps que je reprenne pied, que je n'étais pas en état d'être seule. Elle voulait rester pour surveiller. J'ai dit que c'était trop gentil. J'ai bu mon thé. Le lendemain matin, à 7 heures, j'ai reçu un appel de Margot. La police judiciaire d'Aix a ouvert une enquête préliminaire hier soir, me dit-elle d'une voix parfaitement calme. Les douanes de Port-de-Bouc ont été saisies. Et Solène, ils ont une photographie de Théodore Varnet entrant dans un hôtel à Marseille samedi dernier. Il est en vie. J'ai dit merci et j'ai raccroché. Dans la cuisine, Odette rinçait des tasses avec ce geste efficace, circulaire, qu'elle avait pour tout. Ses mains dans l'eau savonneuse, des mains qui ne mentent jamais. Je me suis assise à la table. Odette, elle s'est retournée. Quelque chose dans mon ton, pas la douleur, quelque chose d'autre, a dû lui traverser la peau, parce que ses mains se sont immobilisées sur les bords de l'évier. J'ai entendu Théodore dans le salon, le matin où nous sommes partis. J'ai tout entendu. Il y a eu un silence long, habité. Dehors, le vent dans les lavandes faisait ce son particulier qui ressemble à une respiration. Odette n'a pas nié. Elle s'est essuyée les mains sur le torchon blanc accroché à la barre du four, lentement, avec soin, comme si elle avait tout le temps du monde. « Tu es plus résistante que nous pensions », a-t-elle dit enfin. Pas d'excuses, pas d'explications, juste ce constat, presque admiratif dans sa froideur. Les autorités sont déjà informées, ai-je dit, depuis avant-hier. Elle a fermé les yeux 1 seconde, 2 secondes. Elle a rouvert les yeux et j'ai lu dans son regard le moment précis où elle calculait ses options et comprenait qu'il n'y en avait plus.
Elle s'est assise en face de moi. Elle a posé ses mains sur la table, ses mains qui ne montent jamais. Et elle m'a regardée avec quelque chose que je n'aurais jamais cru voir sur son visage. Pas de la honte, quelque chose de plus nu que la honte. Une sorte de fatigue absolue, comme d'un métal trop longtemps sous pression. « Il n'a jamais voulu que tu sois blessé », dit-elle doucement. « Ni lui, ni moi, c'était la limite. » « La limite ?» ai-je répété. « Oui, j'ai réfléchi à ce mot pendant un long moment. La limite. Comme si blesser quelqu'un avait été la seule ligne à ne pas franchir dans un territoire dont toutes les autres frontières avaient déjà été effacées. « Ça ne change pas grand-chose », ai-je dit. « Non », a-t-elle acquiescé. « Je sais. » Théodore a été arrêté à Marseille le jeudi matin, à l'heure exacte où la cargaison de quartz devait quitter Port-de-Bouc. Odette a été placée en garde à vue dans l'heure qui a suivi. L'instruction judiciaire qui a suivi a démêlé quelque chose de plus vaste que ce que j'avais imaginé. 18 ans de trafic de pierres précieuses via un réseau qui utilisait les circuits du négoce licite comme infrastructure, avec des relais en Belgique, en Thaïlande et dans les territoires portuaires francs de la Méditerranée. Théodore n'était pas l'architecte, il était l'héritier. Le réseau avait été construit par Odette et le père de Théodore, mort quand Théodore avait 12 ans, d'un infarctus, officiellement. Je n'ai pas cherché à savoir si l'infarctus était réel. Il y a des vérités qui ne servent plus à rien une fois qu'elles sont connues. J'ai vendu la maison au volet bleu. Pas parce qu'elle était maudite, je ne crois pas aux maisons maudites, mais parce que chaque pièce portait la trace d'un amour qui avait existé réellement, au moins au début, et que cette réalité partielle était la chose la plus difficile à supporter. Les mensonges purs sont plus simples. Ce qui fait mal, c'est ce qui était vrai à moitié. Je suis partie m'installer dans le Var, dans un village perché où les rues sont trop étroites pour les voitures et où les gens ne posent pas de questions parce qu'ils ont l'habitude des gens qui viennent recommencer. J'ai repris mon nom de jeune fille. J'ai recommencé à écrire, des choses inutiles, des observations sur le bleu particulier du ciel entre 11h et midi. La façon dont la lumière change la couleur de la pierre de taille. Des choses qui n'ont aucune valeur marchande, et pour ça, une valeur que j'avais oubliée. Margot est venue me rendre visite en mai. Nous avons bu du rosé sur la terrasse en regardant les collines. Elle m'a demandé si je pensais encore à Théodore. Parfois, lui ai-je répondu. Je pense à ce que j'ai aimé en lui, qui existait peut-être vraiment. Et je pense au salon, à la chemise blanche, à la voix que je ne lui connaissais pas. Ces deux choses coexistent. Je suppose que c'est ça, apprendre à vivre avec ce qui n'est pas simple. Elle a hoché la tête et a rempli nos verres. Le vin était léger, légèrement minéral. Il avait le goût des choses qui n'appartiennent à personne. Le vent, la lumière, le temps qui passe différemment quand on a arrêté de le surveiller. C'est tout ce que je voulais finalement. Du vent, de la lumière, et les mots exacts pour dire la vérité de ce qu'on traverse, même quand personne ne demandait à l'entendre. Si cette histoire vous a tenu en haleine, un like et un abonnement m'aideraient à continuer. Le prochain récit arrive bientôt.